Salut, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans votre émission Droit de savoir et merci d'avoir choisi Télar TV. Je suis Christian Perrin, je reçois aujourd'hui monsieur Jean-Félix Dembatello, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2002, ancien ministre sous André Milongo, c'est-à-dire du gouvernement de transition de 1991 à 1992. Au menu de notre entretien, 61 ans après l'indépendance du Congo-Brazzaville. Quel bilan socio-économique et politique? Le second aspect portera sur la confiscation de l'alternance politique et démocratique par le Parti congolais du travail. Quelle est la responsabilité de l'opposition congolaise dans tout cela? Et si le temps me le permet, nous aborderons un troisième aspect qui portera sur l'affaire foncière au Congo-Brazzaville qui fait parler d'elle avec la vente ou la cession des terres congolaises aux États étrangers. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Télar TV. Bonjour, monsieur Jean-Félix Dembatello. Bonjour Christian, bonjour. Un grand plaisir de vous retrouver. Et merci d'avoir accepté notre invitation, mais surtout de vous être rendu disponible pour nos téléspectateurs. Alors, 61 ans après l'indépendance du Congo-Brazzaville, quel bilan peut-on faire sur le plan socio-économique, mais aussi politique? Merci pour le thème de l'indépendance. 61 ans depuis le 15 août 1960. Mais avant de passer au bilan, je pense qu'il faut rappeler que l'indépendance est quelque chose qui a été conquis de longues luttes pendant toute la période coloniale. Les gens se sont battus pour que nous en arrivions là. Je ne reviendrai pas sur l'histoire qui est connue. Mais en accédant à l'indépendance le 15 août, la proclamation n'est pas une fin en soi. La proclamation, c'est une étape. Et cette étape de la proclamation ouvrait pour le Congo un vaste chantier. Un chantier où devrait être mis en œuvre le véritable projet de l'indépendance du Congo. Ce projet s'appuie sur un certain nombre d'éléments qui sont la nation, la République, c'est-à-dire l'État, l'économie, parce qu'il faut, l'économie est une indépendance, la défense et la sécurité du territoire, tout ce qui concourt au bien-être social des populations, l'alimentation, le textile, les transports, enfin la vie en société, le vivre en commun. Maintenant, le premier chantier, comme je pense, c'est la nation. La nation, c'est l'espace qui nous a été légué où nous allons vivre ensemble dans la citoyenneté congolaise. Et la nation doit être bâtie sur des fondements d'unité, de concorde, de tolérance, de solidarité. C'est cela le projet de la nation congolaise et complété par le projet de l'État, un État fort, impartial, qui garantit aux citoyens leurs droits, l'égalité devant la loi. Donc, nous pensons que l'État devait être bâti pour être le rempart de tous les citoyens dans l'égalité devant la loi. Et suit après l'économie. Un pays qui n'est pas économiquement indépendant n'a pas de souveraineté. Donc l'économie, c'est l'alimentation, tout ce qui suit, non, la monnaie. Bref, l'économie, c'est également un élément de l'indépendance. Il y a la défense et la sécurité du territoire. Un territoire qui nous est légué, il faut le protéger. Il faut que nos frontières soient protégées, mais il faut aussi que les citoyens soient libres de circuler dans le territoire garanti de sécurité par la force publique qui doit être républicaine. Tous ces éléments, donc, constituent l'indépendance. Or, il semble qu'en Afrique en général, mais chez nous au Congo également, l'indépendance se traduit uniquement par le transfert de pouvoir des colons blancs aux Congolais noirs. Ça s'est arrêté là. Et puis aujourd'hui, les enjeux de pouvoir ont fait que nous n'avons pas bâti la nation. 61 ans après, la nation est à reconstruire, à construire. Nous n'avons pas bâti la défense de la sécurité avec une armée opérationnelle, républicaine, impartiale, non politisée. Malheureusement, si nous prenons la défense du territoire, eh bien, l'armée politisée, on tombe dans des travers où l'armée elle-même crée l'insécurité du peuple.
Au plan Oui, économique également. monsieur Desbatello, je vous ai entendu dire l'indépendance était aussi une économie forte, une nation, des droits, la sécurité, la défense. C'était là probablement le rêve des pères de l'indépendance. Mais est-ce qu'on peut penser que ça a été un échec de leur part, puisqu'aujourd'hui vous dites d'ailleurs que rien de tout cela n'a marché. Est-ce que c'est l'échec Non, non, c'est de pas la part l'échec de de nos pères de l'indépendance. l'indépendance? L'indépendance acquise était dans l'unité. Opangwe et Yulu, qui se sont affrontés 2 ans plus tôt, avant l'indépendance, se sont réconciliés. Ils ont célébré l'indépendance dans l'unité. Et même mieux, ils ont gouverné ensemble jusqu'à leur chute le 15 août 1963. Donc, les pères de l'indépendance ont donné l'exemple de l'unité nationale, de la concorde nationale. Ils ont laissé un État uni et solidaire. Ça, c'est donc, mais les problèmes sont venus après. C'est ceux qui ont succédé au père de l'indépendance le 15 août 1963, après ce qu'on a appelé une révolution, que les choses ont dérapé, dégénéré. Vous savez l'histoire, Alors, on donc, fait l'histoire. si je vous ai bien compris, c'est qu'on était bien parti. Ça a été probablement un succès au départ, mais après, les choses ont dégringolé, comme vous le dites. À quel Absolument. niveau les choses ont commencé, évidemment, à dégringoler? Ça a commencé avec le mouvement du 13-14 1963. Ce mouvement qui était d'essence populaire au départ. Revendications sociales. Et puis, il y avait aussi des revendications politiques. Le 15 août 1963, on revendiquait aussi la vraie indépendance. C'est ce que, pendant 5 ans, a essayé de traduire dans les faits le président Massamba Deba, qui prend des décisions courageuses, notamment sur l'indépendance. Il prend la décision de faire partir des bases françaises du Congo. C'est quand même une décision importante. Le président Massamba Deba a pris également le taureau par les cornes pour donner au Congo une impulsion économique. Sur le plan de l'économie, il a lancé le processus d'industrialisation du Congo. Quand on fait le bilan, les rares industries qui ont fonctionné au Congo sont le fruit du gouvernement du président Massamba Deba. Voyez. Mais après cette période de 5 ans où l'éducation avait atteint des proportions tout à fait importantes d'un taux de scolarisation qui avait pratiquement atteint les 100% au Congo. On était les meilleurs en Afrique au plan de l'éducation. La santé également. Nous avions à l'époque l'indigénat qui était un système d'assistance médicale où les soins publics étaient tout à fait gratuits, offerts à tout le monde. Bref, on avait déjà un démarrage qui avait donné une certaine confiance à ce pays naissant qui était la République du Congo. Mais après, la révolution a dérapé vers des problèmes, des enjeux de pouvoir. Vous savez que pendant des décennies, on assistait à des coups d'État successifs, à des problèmes de règlement de contre-pouvoir. La lutte pour la conservation et la conquête du pouvoir ont laissé, ont saigné le pays, ont opposé les enfants du Congo entre eux. Et on connaît qu'aujourd'hui, le bilan est lourd. Des assassinats, des arrestations, des privations de liberté. Bref, on a connu au plan politique un gâchis humain énorme qui continue jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui fait que la nation n'a pas été construite sur les bases qui permettent l'unité et la concorde nationale. On peut faire le bilan. Je peux citer un exemple très simple. Je vous en prie. Pays 60 indépendances, 5 anciens chefs d'État, 5, en dehors de celui qui est là, qui est encore au pouvoir. Les 5 anciens chefs d'État, aucun n'a pris une retraite paisible. Aucun. 2 ont été assassinés, 3 sont morts en exil. Sur les 5, aucun n'a pris une retraite paisible. C'est le signe quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, sur lequel il faut un jour s'asseoir et discuter et regarder tranquillement qu'est-ce qu'on a fait. On a également dans ce pays assassiné l'unique cardinal, l'unique prélat qui était congolais, qui était nommé. Il a été froidement abattu. Bon, bref, les coups d'État successifs ont fait déboucher et nous avons couronné tout cela par 3 guerres civiles. 3 guerres civiles. 93, 97, 98. Les guerres civiles, c'est la pire des chèques en politique. Des milliers de morts. Vous voyez, des destructions massives. Bref, le bilan au plan de la nation, au plan de l'État, est catastrophique. On ne peut pas s'en réjouir. Et si on revenait sur le bilan économique? Au plan économique,
Je voudrais simplement citer quelques faits. Aujourd'hui, le Congo était un pays exportateur les premières années de l'indépendance. On exportait l'arachide, le paddy, on exportait le sucre, on avait même l'huilerie, on fabriquait de l'huile qu'on exportait, le ciment. Bref, le Congo était un pays exportateur. Mais au plan économique, aujourd'hui, c'est un seul secteur qui fonctionne. L'alimentation est importée à plus de 90%, sinon 95%. Nous sommes tributaires de l'étranger. Jusqu'aux produits que notre sol produit, les légumes, les fruits sont importés. Vous voyez, donc c'est une situation difficile. C'est un secteur qui fonctionne où nous ne sommes pas tributaires de l'étranger. Dans notre pays, tu peux manger un pain produit par un Congolais. Tu peux manger une pâtisserie produite par un Congolais. On peut citer des exemples. L'étranger aujourd'hui, dans le pays, est roi. Le secteur économique aujourd'hui, c'est un secteur qui bat de l'aile. Notre indépendance économique n'est pas garantie, n'est pas assurée. On peut me faire la démonstration contraire, j'aimerais bien en avoir la démonstration. Mais les faits sont là. Économiquement, nous sommes aujourd'hui tributaires de l'étranger où les gens font ce qu'ils veulent. Donc, Monsieur Dembatelo, quelles en sont donc les causes de cet échec économique? Mais les causes sont le fait que pendant 60 ans, pendant des décennies, les enjeux du pouvoir l'ont emporté sur les problèmes de gestion du pays. Tous les gouvernements qui sont succédés se sont livrés beaucoup plus sur les conflits politiques. Notez le nombre de coups d'État que le Congo a connu. C'est déjà l'exemple d'une instabilité totale. Les peu de choses qui se sont faites au Congo ont été faites en dehors des normes, qui sont les normes internationales au plan scientifique et technologique. Vous voyez. Donc aujourd'hui, quand on prend les secteurs stratégiques de l'industrie, aucune industrie au Congo ne peut donner dans notre environnement sous-régional le Congo comme un exemple. Au plan essentiellement de l'économie, l'agriculture, le Congo qui était un pays exportateur est aujourd'hui tributaire de l'étranger. Même l'alimentation de base aujourd'hui n'est pas produite au niveau des besoins de l'offre et de la demande. Vous voyez, donc aujourd'hui l'économie est totalement sujette à caution. On peut faire la liste des domaines stratégiques qui sont aujourd'hui des plans entiers. Les transports, on a le premier chemin de fer, la sous-région, Congo-Océan, qui est devenu un chemin de fer abandonné, qui ne fonctionne plus, alors que le Sénégal, l'Éthiopie sont à l'ère du TGV. Il est question qu'on construise un métro à Abidjan. Voyez-vous comment les autres avancent? Ici, le chemin de fer ne fonctionne plus. Les transports aériens, on n'a aucune société congolaise de transport aérien. Aucune. Les seuls qui ont existé, Dina Congo, Air Congo, ont disparu. Donc, on peut citer les domaines stratégiques. Aucun domaine n'est fonctionnel. Aucun. Oui, mais monsieur Dembatelo, est-ce qu'on peut penser que tout cela est dû le fait que le Congo soit focalisé sur la rente pétrolière et qu'il n'a pas pensé à diversifier son économie? Mais la rente pétrolière, nous sommes déjà, si je ne me trompe, à 3 bombes pétroliers. 72 ou 71, je crois, sur le plan Guavi, 82, 86, deuxième bombe pétrolier, et le troisième bombe pétrolier, on vient de vivre en 2009, 2006. Bon, le Congo a engrangé beaucoup d'argent, mais regardez le paysage du pays. Les transports routiers, les voiries, les routes interrégionales, interdépartementales, dans quel état elles se trouvent? Regardez les centres urbains, Brazzaville et Pointe-Noire, dans quel état se trouvent les villes? Donc aujourd'hui, la manne pétrolière n'a rien produit comme développement au Congo. C'est quelque chose, c'est un fait indéniable. Voyez-vous. Mieux, on a eu beaucoup d'argent dans le pétrole. On est très endetté. Comment l'expliquer? Il y a un problème. Le gouvernement plutôt dit l'endettement est dû à, disons, à la construction des infrastructures de base. Et c'est cet aspect qui est mis au devant pour justifier l'endettement. Justement, mais la question se pose, c'est que on s'endette pendant qu'on a beaucoup d'argent. C'est ça la question. On a même un moment, puis dire, par des voies autorisées, officielles, devant le Parlement, que le pays avait beaucoup d'argent, le budget était excédentaire. Quand un budget est excédentaire, on s'endette. C'est quand même un paradoxe. Voilà, donc aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes qu'il faut démêler pour comprendre cette catastrophe de 61 ans d'indépendance que nous vivons aujourd'hui dans un fiasco total.
Il faut bien l'expliquer. C'est quoi qu'on ne peut pas le faire dans une émission, mais il faut aujourd'hui ouvrir des enquêtes, des audits, pour expliquer comment on en est arrivé là. Là où d'autres pays, moins riches que nous, s'en sont bien sortis. Le Japon a été détruit pendant la guerre. En 1948, le Japon est détruit par 2 bombes atomiques. Mais en 20 ans, le Japon est redevenu une puissance économique. La Chine, dite populaire, la Chine populaire, sous Mao Tse-tung, les gens ne mangeaient pas à leur faim. Mais regardez la Chine aujourd'hui, qui est devenue puissance rivale aux États-Unis. Nous avons soutenu le Vietnam pour son indépendance, croupé pendant des années sous les bombes des États-Unis, d'une puissance. Mais le Vietnam est devenu un pays émergent. On peut citer des exemples, Singapour en Asie, qui étaient des pays totalement, mais les Émirats arabes, qui étaient des campements, aller à Dubaï aujourd'hui où tout le monde va se prélasser. C'est une métropole sortie dans le désert. Donc aujourd'hui, dans le même temps que nous avons, nous, ramassé un fiasco, des pays ont émergé, des pays ont bâti des nations modernes. C'est ça le paradoxe. Et je pense que oui, mais qu'est-ce qui a fait que le Congo puisse rater finalement son occasion de se développer comme les autres pays que vous venez de citer? Est-ce que c'est un problème de vision ou bien simplement parce que c'est l'échec de ceux qui nous ont gouvernés pendant ces 61 ans, particulièrement ces dernières 40 années. C'est ça la raison. C'est la mauvaise gouvernance. On a fait de mauvais choix. On a passé le temps à des querelles de politiciennes, aux enjeux de pouvoir. Voilà, il y a eu des guerres pour le pouvoir, des coups d'État pour le pouvoir, on a tué pour le pouvoir, on a emprisonné, des élites ont été massacrées pendant des années, et on continue aujourd'hui on est entré au XXIe siècle, en 2000, dans un système un pouvoir de coup d'État. Voilà, donc il y a des choses qui sont là, qui font le bilan, qui est en fait un échec politique. Oui, mais pendant que vous parlez de la mauvaise gestion, il y a certains observateurs qui pensent que c'est plutôt un programme, sinon une volonté manifeste de détruire le Congo, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui a engrangé beaucoup d'argent, avec son pétrole, bien entendu, et qui a une terre fertile, donc les terres arables, qui a l'eau, qui a des minerais, qui a tout ce qu'il faut pour se développer, se retrouve aujourd'hui dans l'état que nous dénonçons tous ça. Non, le problème, Monsieur Perrin, c'est que on fait pas un développement sans le problème clé de l'homme. La Chine, avant de bâtir l'économie moderne, a formé l'homme. Il faut que dans un pays, l'homme soit formé. Il faut des bonnes écoles, un bon système éducatif. Il faut un système de santé qui garantit à l'homme la santé. Et puis on bâtit la nation. Mais dans un pays où on a détruit le système éducatif, vous voulez faire quelle économie? Dans un pays où, aujourd'hui, vous importez, les Chinois viennent, ils amènent leurs ouvriers. Les Arabes viennent, ils amènent leurs ouvriers. Jusqu'aux petits caissiers dans les supermarchés. Mais c'est quelle économie vous allez bâtir? Quand l'homme congolais est mis à côté du système de développement. Et un pays moderne se bâtit à partir de l'homme. L'homme congolais est formé où? Où est l'université? En fait, pendant que vous parlez de la formation de l'homme au centre du développement, est-ce qu'on peut parler du système éducatif congolais? Justement, regardez le système éducatif, dans quel état il se trouve aujourd'hui. Du primaire au secondaire jusqu'à l'université. L'université Marien Ngouabi, est né des cendres de l'ancienne université d'Afrique centrale. Donc, les Camerounais, les Tchadiens, les Centrafricains, les Gabonais, leurs élites étaient formées au Congo ici. Mais j'ai fait un voyage au Tchad. J'étais très étonné que le Tchad, dont les étudiants étaient formés chez nous ici, à, je crois, si je me trompe, 4 universités réparties sur le territoire national. Le Cameroun, je crois, en a 6. Le Gabon, je crois, autant. Mais le Congo, nous sommes en retard alors que nous sommes les premiers. Donc, il faut dire simplement que aucun effort n'a été fait pour doter notre pays d'un système éducatif fiable pour préparer l'homme congolais à assumer son destin national dans le développement de ce pays. C'est une question qui se pose aujourd'hui avec acuité parce que le système éducatif est totalement malade. Je ne le dis pas aujourd'hui, c'est connu de tous. Donc, on a un problème aujourd'hui qui fait que l'homme congolais, même quand il est formé, est voué au chômage
parce que le système également de production, le système de développement ne résout pas la matière grise qui est formée au niveau national. Beaucoup de cadres rentrent, y compris l'étranger, et ils sont voués au chômage. Beaucoup de jeunes, quand on rencontre dans les taxis, vous disent, moi, je fais le taxi parce que je ne peux pas trouver du travail. Le chômage, aujourd'hui, est endémique. Vous voyez. Donc, il y a un problème qui se pose par rapport à la formation, à l'éducation, c'est que on n'a pas préparé l'homme congolais à assumer le destin de son développement national. C'est une question cruciale. La formation, c'est la base de tout développement d'un pays. Et en Europe, en Asie comme en Amérique, c'est les grandes écoles qui sont formées. La recherche scientifique a atteint des niveaux où ça garantit le développement. Où est la recherche au Congo? Voilà, oui, mais monsieur Dembatelo, oui, c'est vrai qu'on pouvait parler de la mauvaise gestion ou les hommes qui ne sont pas formés. Là, nous sommes en train d'aborder, disons, la problématique du système éducatif au Congo-Brazzaville. On constate bien que malgré que le pays a du bois, a le pétrole, donc tout ce qu'il faut, on voit comment et dans quelles conditions les écoliers congolais continuent à être formés. Parfois, il n'y a pas de table-banc, il y a des effectifs pléthoriques, c'est 300 élèves dans une classe, mais pourtant, c'est un gouvernement où on a quand même des intellectuels, des gens qui ont été formés à l'extérieur, en France, aux États-Unis, qui composent, qui constituent ce gouvernement. Est-ce que c'est vraiment un problème de formation qui se pose ou bien c'est un problème carrément du système politique? La crise congolaise, elle est politique. C'est l'échec de la gouvernance politique qui est à l'origine de ce fiasco de notre indépendance. Ça, je l'ai dit. Maintenant, on a énuméré les causes et j'ai cité entre autres l'éducation, la formation des hommes comme une des causes parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème dans la formation de nos enfants. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, jusqu'au niveau universitaire, ne savent pas correctement lire et écrire. C'est un fait qui est connu. Les inters, c'est écrit par un jeune qui est à l'université, qui a son bac, bien vous constatez qu'il ne maîtrise pas l'écriture, la langue, enseigner le français. Vous voyez donc, le niveau a tellement baissé qu'il y a un problème. Maintenant, ceux qui ont une formation de bonne qualité, qui sont allés à l'étranger, qui reviennent, ils sont voués au chômage. Parce que le système de fonctionnement de notre économie ne peut pas les absorber. Voilà la réalité de la situation aujourd'hui dans notre pays. Donc, au cœur de notre échec, je situe l'échec sur l'homme congolais qui n'est pas le moteur du développement. Regardez les secteurs stratégiques comme le bâtiment, les travaux publics, les grands travaux, les secteurs stratégiques comme les transports. C'est voué aux étrangers. Même les bâtiments où nous avions des ouvriers de qualité, les Chinois viennent, les Européens viennent pour utiliser la main-d'œuvre congolaise, qui est une très bonne main-d'œuvre. Mais pourquoi il n'y a pas d'entrepreneurs congolais? Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas favoriser les entreprises congolaises de bonne facture pour qu'on fitte tous les marchés? Est-ce que ce ne sont pas les Congolais eux-mêmes qui se cachent derrière ces étrangers, non? Non, quand il y a un problème qui se pose à ce niveau-là, il faut que l'État commence par se poser une question. L'impulsion d'une société, c'est l'État. On ne peut pas chercher à culpabiliser les Congolais. Non, les Congolais, quand ils peuvent travailler, ils savent le faire. Mais on ne peut pas aujourd'hui renverser la pyramide. Quand au sommet, la tête, le poisson pourrit par la tête. Voilà. La corruption qui gangrène aujourd'hui notre État, notre économie, notre société. Et commence par le sommet. Vous voyez, c'est par le sommet que les gens pillent le trésor, détournent. Mais que voulez-vous que fasse le petit gardien, que fasse le planton, que fasse l'agent moyen? Vous voyez, la société donc est aujourd'hui dans une situation de déconfiture où l'homme n'a plus de repères. Vous voyez, les antivaleurs ont pris le dessus, je ne le dis pas, je ne fais répéter ce que disent nos autorités dans leurs discours. Les antivaleurs ont triomphé, la médiocrité a triomphé. Mais vous ne pouvez pas faire un État, une nation, une économie avec des médiocres, avec les antivaleurs de la corruption, de la concussion. Vous voyez, donc c'est ça le vrai problème aujourd'hui du Congo. L'État a perdu ses repères parce que le repère, c'est dire la valeur d'un cadre, c'est le mérite, on récompense, mais l'erreur, la faute, on sanctionne. Nous vivons dans une impunité totale. Les crimes sont impunis, les crimes de sang, les crimes économiques,
c'est devenu quelque chose de tout à fait normal. Mais un État ne peut pas être bâti si celui qui commet des fautes n'est pas sanctionné. Et comme les plus hauts dirigeants de l'État ne sont pas sanctionnés, attendez, vous allez commencer par sanctionner le planton. Voilà la situation dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, des antivaleurs. Mais quel est donc, dans cet état de fait, quelle est la responsabilité de l'opposition congolaise dans tout ça? L'opposition congolaise a sa part de responsabilité. L'histoire montre que après la conférence nationale, les partis qui ont gagné les élections, qui soutenaient le président Lissouba, défaits en 97 par le retour du PCT au pouvoir par les armes, sont partis en exil, mais beaucoup de ces leaders rentrés d'exil ont rejoint le pouvoir du PCT, ont collaboré. Donc l'échec politique est également incombe à une grande partie de la classe politique congolaise. Je le dis sans gêne parce que c'est une réalité. Beaucoup de leaders politiques ne peuvent pas vivre sans être dans la périphérie du pouvoir. Pourtant, ils se réclament de l'opposition. Voilà. Maintenant, la vraie opposition, parce qu'elle existe. Il ne faut pas dire que le Congo n'a pas d'opposition. Elle existe. Mais la vraie opposition, il faut dire qu'aujourd'hui, elle subit une privation de liberté, une répression. Je ne vais pas vous citer les situations que nous vivons ici. Donc, nous pensons aujourd'hui que la démocratie au Congo a dérapé depuis le retour par les armes au pouvoir du Parti congolais du travail. Parce que la conférence nationale avait balisé le chemin pour que l'alternance se fasse à chaque endroit électoral. Il n'y a pas d'alternance dans un pays où il n'y a pas d'élection libre et transparente. Ça, c'est la condition sine qua non de l'évolution d'une situation politique. La démocratie, c'est l'alternance au pouvoir. Ça fait bientôt 24 ans que nous ne vivons plus d'alternance au Congo, sinon par des élections qui ne sont plus crédibles. C'est ça le problème. La démocratie est la porte qui permet d'entrer dans l'évolution des sociétés. On ne change pas de politique sans changer les hommes. Chaque alternance apporte un renouveau parce que le changement des hommes à la tête du pays amène toujours un renouveau, une recomposition, amène des débats qui permettent de remettre en cause certaines choses. Mais quand un monolithisme s'installe pendant des décennies, 20 ans, 30 ans, les mêmes, regardez autour de nous en Afrique centrale, c'est une situation qui est totalement chaotique où les systèmes politiques sont immuables. C'est aussi là le problème. Monsieur l'opposition dans un tel système, l'opposition a du mal à jouer son rôle. Ça, je rappelle que, Monsieur Debattello, je rappelle que vous êtes aussi coordonnateur de la composante J3M, donc une dynamique qui défend les idéaux de Jean-Marie Michel Mokoko. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de la confiscation des libertés et ces libertés qui sont confisquées, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des leaders politiques emprisonnés, donc les prisonniers politiques, dont Jean-Marie Michel Mokoko, Kobi Salissa et bien d'autres Congolais. Mais que fait l'opposition pour essayer d'obtenir, par exemple, la libération de ces prisonniers, mais aussi de ramener le Parti congolais du travail à l'ordre? Parce que, comme vous venez déjà d'entamer de le dire, c'est que ce parti a pris en otage tout le système politique, a confisqué l'alternance démocratique et politique. Comment entendez-vous faire pour essayer de changer quand même des choses? Il ne s'agit pas de pleurnicher tout le temps. L'opposition doit s'armer aussi, je crois, de courage et des stratégies pour basculer les choses. La pire des solutions qu'un homme politique puisse servir à son peuple, c'est la violence et la guerre civile. On a connu 3 guerres civiles. On a connu les massacres récents dans le pôle. C'est pas bon. Toute violence comme solution politique est à proscrire. Ça, nous le disons clairement. Je crois que c'est pas par là que nous allons sauver le Congo. Et je le dis également. Monsieur Debattello, est-ce que ce sont ces guerres? Oui. Est-ce que ce sont, par exemple, ces conflits que vous venez de citer ou ces faits qui empêchent l'opposition, disons, d'agir, par exemple, par une insurrection populaire qui est aussi garantie par la loi? C'est une arme politique et républicaine. Non, l'insurrection populaire est complexe. Nous pensons que dans toute forme de lutte pacifique, le souverain primaire, c'est le peuple. Il faut que le peuple congolais comprenne que c'est son destin qui est en jeu. Et moi, homme politique, je ne peux pas agir sans interroger ce peuple sur sa responsabilité également. Elle est engagée sa responsabilité. Écoutez,
Nous sommes un des rares pays où vous n'avez pas d'électricité dans un quartier pendant 6 mois. Déjà, continuez à aller payer la facture. Vous êtes privé de courant et d'eau. Les factures tombent, vous allez payer. Quand justement les populations ne peuvent pas revendiquer leurs droits légitimes par des manifestations, par des manières tout à fait pacifiques qu'autorise la Constitution, il y a un problème. Permettez-moi, M. Demba-Tello, oui, Oui. Si une population est incapable de revendiquer ses droits et qu'à côté, il y a des leaders, parce que nous savons également qu'il n'y a aucun peuple au monde qui ne peut se soulever, par exemple, ou prendre ses responsabilités s'il n'est pas formé. Que fait donc l'opposition? Que faites-vous, vous de l'opposition, pour préparer ce peuple, former ce peuple, conscientiser ce peuple afin qu'il prenne ses responsabilités? Non, je pense que tout n'est pas si négatif. Le peuple congolais est un peuple qui est patient, qui prend le temps d'observer, qui évite la violence, sauf quand elle vient du pouvoir, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir qui est violent, hein, c'est lui qui attaque, ce sont les pelotons des troupes qui vont enlever les gens dans les quartiers. Ça, c'est connu. Vous avez fait une émission là-dessus, j'ai suivi. Donc, nous pensons aujourd'hui, le peuple congolais est un peuple pacifique, assez conscient, mais en politique, tout est une question de rapport de force. Lorsqu'un pouvoir se permet d'arrêter à tout bout de champ tout ce qui conteste, c'est aussi une question de rapport de force. Je dis, le peuple aussi a son mot à dire. Quand le peuple est timoré, quand le peuple a peur, la peur, c'est aussi le prix à payer de la soumission à la dictature. Donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les opposants prennent des risques, on les prend, mais il faut que le peuple comprenne que quand on va payer une facture d'électricité ou de l'eau qu'on n'a pas reçue, ou des choses qu'on n'a pas fournies, qu'on ne se révolte pas, c'est aussi un problème qu'il faut faire comprendre aux gens. C'est cela aussi, tout est lié. Donc, le rapport de force, c'est un rapport de force non pas militaire, je ne le recommande pas, mais un rapport de force populaire, que les gens revendiquent leurs droits, y compris en prenant des risques. C'est cela, le chemin de la libération, puisqu'aujourd'hui, nous pensons que le Congo est un pays qui est dans une situation de non-référence sur son histoire. Nous avons dit d'entrée de jeu que nous avions un deuxième volet, c'est la confiscation, évidemment, de l'alternance politique et démocratique par le Parti congolais du travail. D'ici là, on va aller aux élections législatives et on a l'impression que rien n'a toujours changé sur, naturellement, notamment le système électoral. Ça veut dire que les élections auront lieu en 2022. Il se trouve que finalement, depuis 2015, c'est-à-dire lors du changement de la Constitution, apparemment ce projet était un projet pour la confiscation du pouvoir, de l'alternance politique, de l'alternance démocratique. Et depuis là, nous assistons finalement à des mascarades d'élections. Ça, ce n'est plus un secret et ça va probablement continuer. Que va faire l'opposition cette fois-ci pour essayer d'arrêter quand même cette machine qui a confisqué l'alternance politique et démocratique au Congo-Brazzaville? Qu'entendez-vous faire, vous, de l'opposition? Le problème est tout entier parce que c'est une question de rapport de force. L'opposition a toujours demandé, depuis le retour du Parti congolais du travail au pouvoir, qu'on s'asseye, qu'on dialogue, pour trouver des voies et moyens de sortir de l'impasse par le dialogue. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut entendre. Ces appels ont été totalement rejetés. On se contente de faire des semblants de dialogue, semblants de concertation qui, en fait, ne sont pas des concertations. Bon, aujourd'hui, ce refus obstiné de dialoguer, mais franchement, sur le problème réel du pays, crée l'impasse. Mais nous pensons que il faut insister. Il faut insister. Nous pensons que simplement, un jour, le sourd finira par entendre. Maintenant, 2016, 2015, oui, il y a eu changement de concession, mais il faut dire simplement que le rapport de force, en ce moment-là, avait plus ou moins évolué. Le peuple a pris ses responsabilités. Et nous pensons qu'en 2016, quoi que l'on dise, le peuple a dit son mot. On veut ne pas le comprendre. Le peuple a dit son mot. La victoire de l'opposition était au rendez-vous. Mais une fois de plus, le coup de force l'a emporté. La violence l'a emporté. Bon, nous sommes dans cet état d'esprit. Mais il faut comprendre simplement que le temps finit par mettre à bout les forces qui prennent en otage la démocratie. Ça peut pas aller plus loin. L'environnement en Afrique, dans le monde, montre que
aucune force n'a tordu le cou à la démocratie. Les populations ont fini par se libérer et je pense qu'au Congo, les choses aussi viendront. Il est seulement temps que nos amis qui sont dans des systèmes, dans la gestion du pouvoir, comprennent que seul le dialogue peut nous amener à éviter les actes d'une confrontation violente. Mais nous pensons simplement que ce dialogue, l'opposition insiste et n'arrêtera pas d'insister que ce soit le passage obligé pour sortir notre pays de l'impasse. Bon, qu'on jette les opposants en prison, c'est la règle, mais je pense que ça n'aboutira à aucune solution politique. Jeter un homme en prison, assassiner un opposant. Oui, mais cela semble affaiblir quand même l'opposition, non? Si tout le temps les opposants doivent se retrouver en prison, jusqu'à quand on va observer une telle situation? Jusqu'à ce que le peuple prenne conscience de ses responsabilités. Nous appelons au peuple. Hein. Un démocrate n'appelle pas à l'adultère, mais non, ça c'est pas notre manière de voir le problème. Nous pensons que le peuple congolais est en mesure de prendre ses responsabilités. Et les prises en 2016, ça a plus ou moins marché. Donc, il faut faire comme ça pour que les rendez-vous électoraux ne soient pas des hold-up continus, ne soient pas des mascarades continues. Il faut que le peuple exprime son avis sur ce qui ne marche pas parce qu'aujourd'hui, le pays est bloqué. Sans alternance, on ne peut pas faire évoluer un pays. Quelle soit la bonne volonté des gouvernants, on ne peut pas évoluer avec les mêmes hommes, les mêmes schémas, les mêmes méthodes. Il faut changer parce que le changement apporte du renouveau. Voilà. Les grandes démocraties au monde fonctionnent, les États-Unis, avec un mandat de 4 ans. Mais ils avancent. Chez nous, on vous dit qu'il faut des mandats de 15 ans, de 20 ans pour que ça avance. Non. Ça, c'est une vision dépassée qui n'est plus permis maintenant au XXIe siècle. L'évolution des sociétés, c'est le changement, l'apport du renouveau, les changements d'alternance au pouvoir. C'est ça qui va apporter à nos pays une capacité d'évoluer vers le lendemain meilleur. Et quelle est donc la projection que vous faites sur 2022? Nous suivons. Si le statu quo domine, la volonté du dialogue est toujours mis en avant par l'opposition. Mais nous sommes tout à fait curieux que personne ne veuille entendre. Même ceux qui ont fait l'illusion dans l'opposition d'aller au faux dialogue, ils en ont pris pour leur compte. En 2021, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Vous voyez que l'opposition qui a collaboré à cette mascarade en a eu pour son compte. Voilà, donc la situation, elle n'évolue pas parce que même quand on veut corrompre l'élite politique, on n'avance pas et nous sommes obligés de revenir à la case départ, c'est-à-dire s'asseoir, se regarder les yeux dans les yeux, discuter, parler et sortir par la bonne porte pour tout le monde. Pour tout le monde. L'apartheid ne serait pas vaincu si c'était pas la violence. Mais je crois que l'exemple d'apartheid montre que Mandela avait choisi de parler avec l'ennemi. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud est pacifiée. Voilà. Donc, je pense que... Mais ce qui est vrai, c'est que l'ANC avait un bras armé. Ils ne sont pas allés seulement sur le terrain pacifique, monsieur Jean-Félix Diabatelo. Oui, mais je pense que au Congo, on n'en est pas encore là. Il est encore temps que le dialogue l'emporte sur les fuites en avant. Je suis persuadé que c'est encore possible. On ne fera jamais l'apologie de la force, de la violence. On doit demeurer donc plutôt des combats pacifiques. C'est compris comme cela. On va donc aborder le troisième aspect de notre émission, le troisième volet plutôt de notre émission, c'est cette affaire foncière qui fait parler au Congo-Brazzaville. Je pense que vous avez suivi l'actualité foncière au Congo-Brazzaville. Dernièrement, l'ambassadeur du Rwanda au Congo, Monsieur Théoneste, est venu voir le ministre Pierre Mabiala des Affaires foncières, lui demandant spécialement, et là j'utilise le terme prononcé par l'ambassadeur, qu'il était venu spécialement demander les actes des terres que le Congo, donc l'État congolais, avait donné à l'État rwandais. Je vais commencer peut-être par là. Qu'en pensez-vous de ce genre de transaction? Écoutez, j'ai pas les données détaillées du dossier parce qu'il faut se prononcer sur des choses que l'on maîtrise. J'ai les mêmes informations que vous, sorties dans les réseaux sociaux.
j'ai lu, j'ai regardé beaucoup de commentaires. Donc, ne connaissant pas le dossier, je réagirai sur les principes. Sur les principes, j'ai pas le... Et pendant que vous êtes en train de réagir sur les principes, la précision, c'est que l'ambassadeur Théoneste dit clairement, je suis venu spécialement demander les actes de terre que le Congo a donné au Rwanda. Donc, il y a déjà là un don qui a été fait. Ça, ce n'est plus discutable. Bon, mais et dans le même sens, nous savons également que parmi les procédures d'acquisition territoriale existe l'acquisition conventionnelle, c'est-à-dire les dons de terre que l'on fait à des États ou qu'on vend à certains États étrangers, mais qui généralement finissent toujours par devenir une propriété de l'État acquéreur ou bénéficiaire. Et ça, les exemples existent dans le monde. Donc, on peut partir aussi sur ces principes. Non, je voulais revenir sur le principe parce que je pense que nous parlons d'indépendance. Le premier acte d'indépendance d'un pays, c'est la souveraineté nationale, la souveraineté des frontières de la terre. Parce que c'est ça, nous vivons dans un espace de 342 000 mètres carrés. C'est ça, notre patrimoine commun. Et ceux qui gèrent le pays sont là pour garantir cette souveraineté de nos terres. Voilà le principe. Et quand le chef d'État entre en fonction, quel que soit le chef d'État, il prête serment. Et dans ce serment, non seulement il prête serment pour garantir, pour respecter la Constitution, mais également il garantit l'indépendance nationale, la souveraineté nationale. Il se porte garant de garantir les ressources nationales, la répartition équilibrée des richesses nationales. Tout cela, c'est le serment, parce que c'est le premier responsable d'État qui prête serment pour être garant de tout cela. Maintenant, si par malheur, il y a une aliénation quelconque d'une portion du territoire national, il emporte la responsabilité. Il est prévu des parjures, toute forfaiture en violation des lois et la plus fondamentale, c'est la Constitution. Écoutez, le chef d'État n'est pas au-dessus des lois. On ne peut pas faire d'attribution de terre quelque part sans qu'il ne soit informé. Il est le garant de la loi. Donc, moi, je pense que si ce qu'on dit est possible, c'est grave. C'est très grave parce qu'on ne peut pas aujourd'hui imaginer qu'un État souverain vienne dans un autre État souverain s'approprier une parcelle de terre. Ça n'existe nulle part. Et quand c'est fait, ceux qui ont la charge d'État ont des comptes à rendre au peuple souverain. Oui, mais ils ont des comptes à rendre, Monsieur Debattello, ils ont des comptes à rendre. Cependant, la Constitution les protège. Je prends par exemple le cas du président de la République, qui est protégé par l'article 96 de la Constitution de 2015, qui dit il sera jamais poursuivi pour des crimes commis pendant, disons, lors de ses fonctions présidentielles. Donc là, il est protégé, donc il peut faire tout ce qu'il veut, personne ne le poursuivra. Bon, après, bien sûr, ça mandat. C'est leur conception, mais les mêmes qui ont fait cette constitution ont abrogé la constitution de 1992. Ils n'ont pas eu d'état d'âme pour abroger une constitution constitutionnelle de 1992. Qui vous dit que cette constitution suivra à ses géniteurs? Qui vous dit que cette constitution de 2015 survivra à ses géniteurs demain? Donc, c'est des choses qui sont tout à fait aléatoires. Je pense que lorsqu'on est à la tête d'un État, on doit faire les choses pour la postérité et non des trucs taillés sur mesure. Attribuer les terres à un État étranger, c'est grave, c'est une aliénation de la souveraineté nationale. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est comme ça que je le conçois. Maintenant, alors, il y a un autre volet. Je ne connais pas les détails de ces attributions, mais la coopération entre deux États est tout à fait possible, mais pas dans l'aliénation de notre souveraineté, surtout au plan territorial. Jamais. Ça, c'est une forfaiture. Et la même constitution qu'ils ont rédigée, qu'ils ont imposée au peuple congolais, dit clairement que la souveraineté du peuple, la terre est inviolable. C'est donc un débat qui est très complexe, mais je pense que aujourd'hui, il faut constater le fait. Mais je pense que les vrais juristes qui connaissent le droit international se pencheront sur la question. Mais je pense seulement que je renvoie le président à son serment constitutionnel. Il est là pour garantir la souveraineté de notre pays. Aucune portion de terre ne peut être aliénée au profit d'un État quelconque. Dans l'économie, alors, monsieur Debattello, il peuvent venir investir suivant des contrats, c'est négociable. Mais jamais on peut négocier qu'un État souverain vienne dans un État souverain prendre un domaine avec des actes signés par qui? Voilà. Est-ce que le Parlement a été saisi
Je n'en sais rien. Il y a des procédures qu'il faut respecter. Bon, on va essayer de creuser la question parce que pour le moment, je n'ai pas d'éléments détaillés de ce dossier-là. Le ministre Pierre Mabiala, donc des Affaires foncières, a, disons, fait une mission sur Pointe-Noire, a été rencontrer les propriétaires terriens de Pointe-Noire et du Quilou, mais il est ressorti de cette rencontre qu'aucune famille, ni de Pointe-Noire, ni du Quilou, n'a été reconnue propriétaire terrien. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que toutes ces familles sont des familles qui sont allées squatter les terres d'autrui ou qu'est-ce qui se passe exactement pour que dans cette partie, bien entendu, du Congo, qu'il n'y ait aucune famille terrienne, ce qui est quand même surprenant? Il faudrait peut-être interroger le ministre de la réforme foncière, c'est lui qui prend ces décisions, mais ce qui est sûr au moins, c'est que la Constitution garantit les titres fonciers, les droits des propriétaires terriens. C'est une question qu'il faut simplement examiner dans une négociation avec ces familles qui prétendent avoir des droits sur les terres. Mais cela ne peut pas être proscrit par la décision d'un ministre. Ces droits existent, mais il faut faire l'inventaire, faire le point. C'est cela. Mais je pense que c'est une question simplement qu'il faut regarder. J'ai été ministre de ce domaine avant M. Mabiala, mais je pense que c'est une question délicate qu'il ne faut pas prendre avec des décisions à la va-vite. Nous pensons que c'est des choses qui sont prévues par la loi. Il faut regarder ces gens qui ont des propriétés dans le pays, comment ils ont acquis. Il faut remonter sur la coutume, sur beaucoup de choses complexes qu'il faut analyser. Mais on ne peut pas prendre des décisions comme ça à la va-vite dans quelque chose qui est séculaire. Ces propriétés remontent à des générations. On ne peut pas les priver ces droits-là comme ça par une décision d'un ministre, fut-il ministre d'État. Voilà. Donc, je pense qu'une enquête a-t-elle été menée pour aboutir à ces conclusions? Je n'en sais rien. Mais je pense que c'est assez délicat de prendre une décision qui dit que tout ceci n'existe pas, l'État devient propriétaire. Et je pense qu'il faut analyser les choses de manière aussi sérieuse. C'est vrai qu'il y a un désordre dans la prolifération des propriétés foncières. Mais il faut examiner les choses objectivement, dossier par dossier, au cas par cas, pour statuer en définitive. On ne peut pas spolier les gens comme ça parce qu'aujourd'hui, je peux retourner au ministre Mabiala, le fait que qu'est-ce qu'il fait pour le domaine de l'État est aliéné totalement. L'État a perdu tout son bâtiment dans les grandes villes, partout. Et les domaines qu'on concède aux Chinois, aux étrangers, qui aujourd'hui ont des concessions entières dans notre pays. Ce qui se passe pas ailleurs, tu peux pas aller toi en Chine, prendre un domaine et en devenir propriétaire. C'est ça la réalité aussi. Mais ici au Congo, les étrangers ont des domaines qu'ils ont achetés, ils ont acquis les droits. Bon, c'est aussi discutable. Alors on préfère s'en prendre aux Congolais, mais laisser la part belle aux étrangers. Ils ont des concessions entières en dehors des Rwandais. Il y a des gens qui aujourd'hui sont propriétaires au Congo. Sur quelle base, on ne sait pas. Il y a des gens, des étrangers qui ont acquis les domaines de l'État. Sur quelle base, on n'en sait pas. Tout ceci doit être examiné. Donc, c'est trop facile d'aller s'en prendre aux simples populations pour leur spolier leurs droits. Mais quand il s'agit de revendiquer les droits de notre pays qui sont aliénés au profit des étrangers, je crois que M. Mabiala, en ce moment-là, devient pratiquement inopérationnel. Donc, je pense que c'est aussi une justice qu'il faut revendiquer pour que le Congolais dans ce pays ne soit pas totalement écrasé et par une machine étatique qui ne rend pas justice. Voilà, qui ne rend pas justice parce que les étrangers dans ce pays ont des droits que nous n'avons pas, nous, Congolais, ailleurs. Ça, c'est une réalité. Aller à Dakar, demander un terrain, aller au Burkina Faso, demander un terrain, vous aurez les conditions d'acquisition qui sont difficiles. Aller en Chine, demander un terrain. M. Mabiala n'a qu'à demander un terrain en Chine. Je pense qu'il saura comment c'est difficile d'avoir un terrain là-bas, d'être propriétaire. Voilà. Donc, l'équilibre s'établit entre les droits des Congolais. C'est vrai, la loi existe, mais également la justice. Ces familles ont acquis ces terrains. Peut-être que le droit n'était pas écrit. Il faut vérifier. Un ministre doit vérifier. La loi le ministre n'est pas la loi. Le ministre applique la loi. Et quand il y a un problème qui se pose comme ça, on l'amène au Parlement pour statuer, pour légiférer. Mais on ne décide pas comme ça pour dire non, l'État a décidé. L'État, c'est qui? L'État, c'est nous.
L'État, c'est tous les Congolais. L'État, c'est tous les Congolais. Alors, monsieur Jean-Félix Dembatelo, on est pratiquement à la fin de notre émission. Vous êtes coordonnateur de la composante J3M. On va parler quand même du général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous savons que l'ONU avait demandé sa libération sans condition. Il y a eu également la France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui disait qu'il attendait les actes de la part de Denis Sassou Nguesso. Et depuis là, c'est resté lettre morte. Quelles sont les activités en cours? Sinon, que faites-vous après toutes ces décisions manquées pour la libération des prisonniers politiques? Disons ça comme ça. Bon, je pense que le général Mokoko vit un drame personnel qui est d'une injustice criable, faut le dire. Parce que dans ces pays, on peut te prendre, te jeter en prison parce que c'est un pouvoir qui décide de priver la liberté à un citoyen, quel qu'il soit. C'est fait, mais je pense qu'il faut aller au-delà de cela. Quel crime a-t-il commis? Le crime au Congo, que nous connaissons, les crimes les plus graves que nous connaissons, il y a deux crimes. Crime de sang, crime économique. Dieu seul sait, si on ouvrait les dossiers des crimes de sang depuis plusieurs décennies, qui sont imprescriptibles. Si on ouvre les crimes économiques dont les scandales sont révélés tous les jours, je crois que personne n'y passerait. Hein. Et peut-être que cela est coopéré le double, c'est comme Mokoko a écopé aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a une injustice criable dans ce pays où certains peuvent commettre des crimes graves dans l'impunité la plus totale, mais ceux qui ont voulu exprimer leur ambition, leur volonté de changer les choses, sont aujourd'hui pris pour des gens qui portent atteinte à l'ordre public. Voilà. Donc, le crime d'atteinte à la sécurité de l'État est devenu un crime banalisé, moins grave que le crime de pillage du trésor public qui se fait à ciel ouvert aujourd'hui. Quand on voit les propriétés immobilières de certains citoyens de ce pays, je pense que le procureur ne dormirait pas dans un pays normal. Le procureur passerait son temps à interpeller tous les brigands qui pillent le trésor public aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, je conclue par une injustice. Voilà, le général est l'objet d'une injustice criade. Maintenant que les choses sont faites, la justice est passée par là, même si c'est injuste et contestable. Mais le président de la République est celui qui répond désormais de son sort. C'est cela. Nous pensons aujourd'hui, il faut que nous puissions créer dans ce pays les conditions de l'unité nationale, la réconciliation. On ne va pas continuer aujourd'hui à se régler des comptes sur le dos du peuple. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce sillage-là, parce que ce mouvement du 20 janvier 2016, c'est un mouvement qui a fait naître l'espoir, et nous pensons qu'autour de cette espérance, on continue à soutenir ce mouvement pour qu'il devienne une réalité dans ce pays. Le sort du général, il est entre les mains d'une personne, le président de la République. Puis sa justice est passée par là. Qu'on la conteste ou pas, il est dans cette situation-là. Mais il y a dans ce pays, il y a des recours. Et dernier recours, c'est le chef d'État qui est le garant de l'unité nationale. Ces petits problèmes d'emprisonnement pèsent sur la conscience collective. Ça demande que nous puissions régler cela de la manière la plus judicieuse qui soit dans l'intérêt général. J'ai vu la poignée de main entre Gbagbo et Ouattara. Mais ils sont allés plus loin. Ils ont pris les armes. Il y a eu mort d'hommes. Ils se sont pardonnés. Il y a eu tolérance parce qu'il y a une nation à bâtir. Je pense que le Congo transforme des petites situations en des drames. C'est ça notre malheur. Les petites situations deviennent des drames parce que les gens les grossissent dans l'exploitation des intérêts personnels. Voilà. Donc, nous pensons aujourd'hui que le Jean Mokoko est victime d'une injustice criable, mais j'ai confiance que la raison l'emportant sur la passion, mais je pense que la raison finira par l'emporter. J'ai confiance en mon pays et que la réconciliation sera au rendez-vous et que le Jean Mokoko va profiter de cette volonté du peuple congolais et de se réconcilier avec ses dirigeants politiques. C'est un pas. 5 ans, c'est beaucoup de détention, mais je pense que c'est trop. C'est trop. Et beaucoup avant lui ont payé le tribut de cette injustice, de cette violence inutile et aveugle. Je dis
clairement que nous pensons que les choses vont en s'arrangeant. Nous avons l'espoir que le président de la République, qui a encore entre les mains les destins de ce pays, va considérer que c'est un petit détail. Ça ne peut pas bloquer le pays. Il faut que les Congolais se retrouvent et se réconcilient. Dans le général Mokoko, nous le posons clairement comme une exigence, une urgence pour notre pays qui est meurtri par beaucoup de malheurs. L'économie par terre, nous avons beaucoup de problèmes à régler. Les gens en prison, c'est pas ça qui empêche aujourd'hui le Congo de s'endetter et de croupir dans la misère. Voilà. Alors, donc pour terminer, Jean-Félix Demba-Tello, est-ce que vous pensez que le Congo, à l'heure actuelle, a vraiment, sinon a besoin d'une nouvelle indépendance? Mais je ne dirais pas une nouvelle indépendance. On l'a acquise depuis le 15 août. Mais elle est effective? Vous pensez qu'elle est effective? Nous avons raté le coche, 61 ans. C'est raté. Pour moi, c'est raté, 61 ans. On n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant. Le pain, il achète chez un étranger. Et ce que je mange, écoutez, je crois que l'indépendance, c'est le quotidien. On le vit au quotidien. Ne faisons pas d'illusions. Ok, l'indépendance, oui, évidemment, l'indépendance, on le vit au quotidien, mais qui dit indépendance dit également souveraineté du peuple, bien entendu. Mais il y a un observateur qui me disait que le Congo est en train de vivre une nouvelle colonisation interne. Que pensez-vous de cela? Une colonisation interne. Je ne comprends pas. C'est quoi une colonisation interne? C'est-à-dire, il y a un groupe d'hommes, un groupuscule d'hommes qui ont pris le pays en otage et qui le gèrent comme on fait d'ailleurs. Ils font même pire que les colons. Oui, mais et qu'il faut libérer le pays. Ce ne peut pas être une colonisation interne. Ça, c'est des rapports de force au sein d'un même peuple où, effectivement, une minorité peut s'imposer pendant un temps. C'est vrai. Mais on ne peut pas, nous pensons simplement que le peuple congolais, j'ai confiance qu'il va se ressaisir. J'ai confiance. C'est une question de temps. Et vous pensez que c'est un peuple libre et souverain? La souveraineté s'arrache, même quand il est momentanément confisqué par une minorité. Mais le peuple, à le dernier mot, moi je suis démocrate, je pense que c'est au peuple de prendre ses responsabilités. Mon rôle d'homme politique, c'est de conscientiser le peuple qui comprenne que c'est à lui de... En 63, le peuple s'est soulevé. Youlou, on lui reprochait quoi? Des petites choses. Mais enfin, on a dit à Youlou, tu peux plus continuer. C'est le peuple qui est allé dans les rues. La conférence nationale, c'est le peuple qui avait dit c'est fini le parti unique. On a fait la conférence par des délégués, mais enfin le peuple a dit son mot, a adopté une constitution en 92. Donc, mais maintenant le peuple attend qu'il dise aussi son mot. On est dans l'impasse. On attend que le peuple dise quelque chose. C'est le peuple, c'est lui qui doit dire son mot. Les manifestations c'est le peuple, voilà. Par la Constitution, nous pouvons aujourd'hui aller dans la rue, manifester, demander sans violence nos droits. Il faut un peuple qui connaît ses droits, commence par les revendiquer. Et c'est cela que nous demandons aujourd'hui. J'ai confiance le peuple qui est patriote. C'est ma conviction. Voilà. Le peuple est toujours vainqueur et donc c'est au peuple congolais de prendre ses responsabilités. C'est par là que nous allons donc mettre terme à notre émission, à moins que vous ayez une dernière préoccupation qui comptera pour le mot de la fin, monsieur Jean-Félix Demba-Tello. La fin, c'est simplement vous remercier de m'avoir accordé cette opportunité de dire ce que je pense en toute liberté. Je me suis senti toujours comme un homme libre qui exprime sa pensée comme il se doit dans un pays qui devrait être libre. Voilà, je l'ai fait. C'est une opportunité que vous m'avez donnée. Je l'ai exprimée clairement. Et je sais que mes propos ont pu heurter certaines sensibilités, certaines personnes, mais c'est comme ça le débat contradictoire. Juste de mon droit de citoyen pour exprimer ce que je pense être bon pour mon pays. Voilà. Donc, je l'ai exprimé en toute liberté et je pense que je n'ai offensé personne, mais le pays a besoin de clarté. Et cette clarté, dans l'intérêt de tout le monde, y compris de nos gouvernants, qui ne rêvent pas qu'ils sont là pour faire ce que bon leur semble. Et cela pour un mandat du peuple. Et encore, si c'est avéré que c'est un mandat qu'ils ont un mandat qui va faire les choses dans l'intérêt général de tout le peuple. Sinon, ils seront condamnés. Voilà. Ils seront rattrapés par l'histoire et ils rendront les comptes. Voilà le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup de
cette opportunité-là. En tout cas, merci, Monsieur Jean-Félix Desbatello, d'avoir répondu à nos questions. Et on retiendra en définitive que finalement, c'est à la population de prendre ses responsabilités, car la souveraineté appartient au peuple. Et j'espère que le message est bien passé. La population, sinon le peuple congolais, vous a bien compris. À vous, chers téléspectateurs, grand merci de nous avoir consacré encore votre temps si précieux à nous suivre. Restez toujours branchés sur votre canal d'information TDR TV. Moi, je vous retrouve très prochainement. Dieu le voulant, dans le même cadre, pourquoi pas, avec le même plaisir. Merci.